Bon, mais bienvenue d'abord à ce stage de formation Qigong. Ce matin, enfin, au moins début de matinée, donc on va un peu redessiner les grands points qui font que vous pouvez enseigner plus facilement le Qigong. Vous avez tous des niveaux, bien sûr, différents en termes de connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et aussi de votre travail énergétique. Donc voilà, ça va faire du bien à tout le monde de revoir quelques éléments et de les repositionner et de voir quels sont les éléments les plus importants à tenir compte par rapport à l'enseignement du Qigong. Ensuite, par rapport à ça, j'aimerais aussi que vous me disiez quelles sont voilà, vos difficultés ou qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, quelles sont vos questions par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'enseignement du Qigong. Par exemple, au Tai Chi, on va travailler sur un axe. Les axes centraux vont être autour des enchaînements. Hein. C'est plus facile, je dirais, à diriger, entre guillemets, un cours de Tai Chi qu'un cours de Qigong où c'est beaucoup plus large en termes de spectre. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de Qigong. On peut utiliser beaucoup de Qigong qui existent déjà, mais aussi on peut utiliser des mouvements qui vous viennent pour mettre dans un certain état. Voilà. Mais tout ça, ça doit être fait en ayant à l'esprit certaines règles pour que ça puisse aller dans le bon sens d'un travail énergétique. 3 points importants autour du Qigong. Donc ces 3 points, c'est le premier, on appelle ça Tiao Xing. Voilà, Tiao Xing. Tiao Xing, ça veut dire, c'est le travail d'abord de la correction posturale. Quelle est la posture? Dans chaque posture, quelle est la meilleure des postures qui va favoriser le flux énergétique? Donc ici, c'est le travail des formes, posture, donc tout ce qui va être correction posturale. Voilà, Tiao Xing. Tiao, ça veut dire réguler, harmoniser. Donc ça veut dire qu'en premier, alors on va voir que je mets ça en premier, mais normalement ça ne devrait pas être ça en premier. Mais comme on ne peut pas atteindre directement l'esprit, on va travailler sur la forme pour pouvoir atteindre l'esprit. Vous comprenez? Normalement, on devrait travailler d'abord sur la compréhension, affiner l'esprit des gens, hein, en gros. Mais comme on ne peut pas le faire, finalement, on commence par la forme pour pouvoir petit à petit amener un changement dans la façon de se voir des personnes, la façon de se sentir, hein, au niveau du travail énergétique. Donc Tiao Xing arrive en premier par rapport au travail classique de tous les jours. En deuxième, on a pour le Qigong tout ça, hein, mais c'est valable aussi pour le Tai Chi. Hein. Tiao Xi, c'est réguler et harmoniser la respiration. Donc dans la respiration, il y a beaucoup de types respiratoires, mais globalement, la première des respirations à mettre en place, c'est une respiration ventrale. C'est-à-dire que les personnes cessent de monter les épaules, d'ouvrir la cage thoracique sur le haut, etc. Donc, travaillent sur le diaphragme thoracique et assouplissent toute cette loge, hein, le foyer médian, foyer supérieur, foyer médian, pour que cette respiration ventrale se mette en place facilement. Il y a respiration ventrale classique, donc Zhengfu Ruxi. Respiration ventrale inverse, Fanfu Ruxi. Okay. Ensuite, vous avez la respiration de la peau, qui s'appelle Fu Ruxi, respiration de la peau. Voilà. Et vous avez aussi donc respiration naturelle, Zhejian Ruxi, celle qu'on utilise le plus souvent dans notre école de Tai Chi. Et vous avez aussi la respiration dite embryonnaire, qui est une respiration proche du Zhejian
roussi, mais encore plus profonde. Hein, c'est-à-dire où on sent vraiment que c'est le Neichi qui circule et non plus une respiration basée sur l'air qui entre et qui sort. Donc il y a aussi, il faut être capable de détecter déjà chez soi si votre posture est correcte ou pas, et détecter chez les autres aussi si la posture est correcte ou pas. Quand ce sont des postures immobiles, d'une part, et aussi quand c'est du travail en mouvement. Donc, on va voir les éléments importants. Les éléments importants, à travers Xing, on va voir quelle est la relation des jambes par rapport au bassin, quel est le travail autour de la taille, quel est ensuite le travail vertébral du tronc, ok, et enfin les épaules et les bras. Et j'ai oublié encore la tête, donc la nuque, quelle est la relation au niveau des cervicales et par rapport à la tête. Ok. Donc dans Tiao Xing, on va voir tout ça. Tiao aussi, on va essayer que pour vous, ça soit clair, les différentes respirations soient claires, bien distinctes, et que vous sachiez les mettre en place. Ok. Au moins la première, c'est-à-dire une respiration mantrale. Hein, c'est la première. La respiration mantrale dite aussi Fo Jia Rusi, parce que c'est la respiration dite bouddhiste, parce qu'elle est yin, elle ne demande pas vraiment une relation très étroite avec le travail des jambes et de la force et de la puissance. Alors que la respiration Tao Jia Rusi, ou Fanfu Rusi, la respiration inverse, est une respiration qui développe la puissance, hein, qui développe une relation plus étroite avec les racines et avec les jambes. Donc il y a aussi. Et la troisième régulation importante, ça va être Tiao Xin, et je vais mettre Shen aussi. Donc c'est celle-là la dernière, dans la régulation des émotions, du cœur, et aussi de l'esprit, de la tête, de ce que l'on a dans la tête, et comment, enfin des pensées, en fait là on va décliner ici, surtout le travail qu'on appelle ça yin-yen, c'est-à-dire comment on pense, et dans le comment on pense, comment on imagine aussi. Parce que dans le Qigong, le facteur imaginaire, hein, ou imaginal, va intervenir énormément. Par exemple, je vous donne deux exemples. Vous êtes quelqu'un d'hypertendu, il faut que vous associez votre travail de Qi avec tout ce qui va se trouver près du sol. C'est-à-dire tout ce qui est l'herbe, les fleurs, les petits animaux, voilà, tout ce qui est près du sol va vous permettre d'équilibrer et vous calmer en quelque sorte. Voilà. Et les autres qui sont asthéniques ou hypotendus, le contraire, il faut qu'ils visent le haut des arbres, tout ce qui est grand, les collines, les montagnes, voilà, quelque chose de plus vaste pour le contraire dynamiser. Hein, voilà, donc c'est la recherche pareil. À la base, c'est toujours la recherche de l'équilibre entre yin-yang, entre l'ouvert, le fermé, entre une harmonisation entre les deux principes, dont yin et yang. Donc, voilà le fond du problème par rapport à l'enseignement Qigong. Il va falloir en permanence avoir une vue sur le Xing, donc la forme. Okay. Il va falloir avoir une vue sur la respiration. Est-ce que les gens respirent bien? Est-ce que vous respirez bien? Déjà, en premier. Hein, d'abord, vous venez ici pour vous, et après, si vous êtes à l'aise avec vous-même, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'enseigner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, ça sera plus difficile, ou ça sera que théorique, mais vous ne serez pas capable de l'incarner. Tiao Xin, on va plus faire un travail méditatif. Okay. Tiao Xin, c'est-à-dire quelle est la qualité de votre travail derrière la forme, derrière la respiration, quelle est la qualité de votre façon d'appréhender, de vous appréhender et de vous imaginer aussi. Hein, et d'être
dans ce contexte-là. Voilà. Donc, c'est plus la qualité de calme mental, de pacifier le mental. Hein, voilà, toute cette qualité va être associée à ce troisième point. Maintenant, ce qui chapeaute tout ça, c'est Fanson. Ok. Donc tout ce qui chapeaute tout ça, c'est finalement, voilà, Fanson, ça doit être l'art de se relâcher. L'art de se relâcher doit être au cœur. C'est l'art de se relâcher qui va faire que la posture sera meilleure, que la respiration sera meilleure, que la régulation de l'esprit et du cœur sera meilleure. Hein, sera meilleure. Donc, Fanson, ça va être important. Et quel est notre moyen d'évaluation de Fanson dans le travail énergétique? Ça va être la force prong. Donc la force Pongjin, c'est le moyen, ils sont associés tous les deux. C'est-à-dire que si vous êtes bien relâché, la force Pongjin peut se développer facilement. Quels sont les moyens de sentir que c'est en place dans le Qigong? Dans le Tai Chi, on a l'exercice A2, le Tui Shou, etc., qui permet d'avoir un moyen d'évaluer son niveau de Pongjin et son niveau de Fanson. Dans le Qigong, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça va être très subjectif, mais ça va être associé à une sensation de bien-être. Sensation de bien-être, une sensation de bien-être, globalement. Une sensation de poids, c'est-à-dire qu'on va se sentir pesé, sentir qu'on est installé, un petit peu comme l'idée d'un bateau qui est bien placé dans l'eau et bien soutenu par l'eau, hein, notion de poids. On va sentir aussi une notion de calme intérieur, c'est-à-dire que ça va être très paisible. Hein, on va atteindre des niveaux de calme supérieurs à ce que l'on a l'habitude de vivre. Ok, ça veut dire que ça circulera mieux. Donc, on va être capable de sentir davantage les flux énergétiques et sanguins. On va sentir que ça bouge, hein, que ça circule, que c'est connecté, hein, que ça se connecte, c'est-à-dire que les différentes parties se connectent les unes aux autres. Et on va travailler toujours ou sentir à travers le Fanson et le Pongjin, on va se sentir relié à un ensemble. C'est-à-dire qu'on va se sentir à la fois au milieu, je dirais, d'un vaste ensemble énergétique, et en même temps, on va percevoir, et on va se percevoir toujours dans une forme holistique et de globalité. Voilà. Dès qu'on va se tendre, on va se focaliser sur des parties, on va réduire le champ, on va perdre Pongjin parce qu'on va séparer, ok, on va appréhender le travail énergétique à partir du seul cerveau gauche, l'hémisphère gauche, et on va morceler, voilà, morceler tout simplement, votre perception va être morcelée, et vous allez perdre cette connexion globale. Voilà. Donc la connexion globale est une des conséquences de votre relâchement. Voilà. Dès que vous êtes tendu, votre espace se réduit et votre façon de vous sentir se réduit aussi. Comme je disais, normalement, on devrait privilégier la qualité d'abord avant la quantité. Donc on devrait repartir plutôt de ça, puis ça, puis ça. Voilà. Mais comme ce n'est pas possible au quotidien, dans les cours, finalement, notre objectif, c'est plutôt atteindre ça, mais on passe par ça. Donc voilà, donc au quotidien, dans l'enseignement, c'est d'abord rebrancher sur la posture, puisque ça va être le plus visible, hein, le plus net, et puis toutes les déformations que les personnes ont subies, hein, tout au long de leur vie, ce sont des déformations qui se traduisent par des mauvaises postures. Là, on va toucher la plus grande quantité de personnes, là, une moins grande quantité de personnes,
Et là encore, une moins grande quantité de personnes. Parce que ça va, finalement, l'intérêt va se traduire de cette façon-là. C'est-à-dire, ceux qui vont s'intéresser à ça seront moins nombreux. Vous en tant qu'enseignant, vous êtes obligé d'intégrer les trois le mieux possible. Pour vous, il n'y a pas voilà, d'échappatoire. Vous êtes obligé d'améliorer, je dirais, votre rapport à la posture, au postural, votre rapport à la respiration et votre rapport à l'esprit. Qui vous êtes et comment vous le faites. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir si vous n'êtes pas stressé, la perception et la sensation dans laquelle vous êtes vont directement vous amener sur cette sensation de bien-être, cette sensation de flux, donc de mouvement interne, cette sensation de poids. Si vous sentez décrocher du sol, léger, c'est pas bon. Lorsque vous détendez, ça pèse. Voilà, les liquides descendent, hein, vous sentez peser. Et en vous sentant peser et descendre, votre mental se pacifie, les émotions descendent, le feu est calmé, et donc c'est un peu comme si vous passiez la tête au-dessus des nuages et vous voyez votre ciel de façon très globale avec des notions de connexion plus nettes. Okay, ce travail-là est le même, c'est la même base pour le tai chi, c'est pareil. Hein, c'est exactement la même base. La différence avec l'approche du Qigong, c'est que vous êtes un petit peu obligé d'avoir quelques notions de médecine traditionnelle chinoise, un minimum, un minima, et vous êtes, comment dirais-je, on n'a pas vraiment l'évaluation qu'on peut avoir dans le travail du tai chi, qui est une évaluation qui peut se faire à deux, mais qui ne se fait pas suffisamment à mon sens. C'est-à-dire que finalement, dans les écoles de tai chi, y compris la nôtre, il n'y a pas suffisamment de travail à deux pour vérifier justement l'état de façon et l'état de relâchement. Ce qui fait que ça laisse tout le loisir à chaque subjectivité de nager dans son jus sans savoir où il en est. Par rapport à ça, en Qigong, on peut faire du travail d'enracinement, on peut vérifier aussi votre état de est-ce que ça pèse, est-ce que c'est rempli, etc. L'état de Prongjin, c'est le même que ce soit le Qigong ou que ce soit le Tai Chi, on peut vérifier ça aussi, mais aussi on va essayer de voir à travers ça quel est le vécu, comment les gens le vivent, comment ils se sentent. On ne peut pas en rester uniquement à ça. Il faut aussi les faire participer. C'est un peu comme si ici on peut consommer. Okay, tout le monde peut consommer de la forme, à fond la forme. Ici, c'est une implication. C'est-à-dire que vous les amenez à un petit peu s'impliquer. Ça veut dire que si vous les amenez à un petit peu s'impliquer, ça veut dire que vous vous sentez beaucoup plus impliqué. Ça veut dire que vous cherchez. Vous êtes des chercheurs. Vous n'êtes pas uniquement des consommateurs. Vous êtes des chercheurs. Ça veut dire que vous allez piocher ça et là pour vous enrichir en permanence. Pas seulement mon contact, mais vous, de votre côté, vous pouvez aussi faire des recherches ou établir des règles de priorité pour que vous enseigniez au mieux. Et en fonction du public que vous avez. Très important. Par exemple, en fonction du public que vous avez, et selon tel ou tel cours, c'est jamais tout à fait le même public. Par exemple, vous avez une personne que vous ne voyez pas d'habitude et qui vient à ce cours-là, elle va déclencher chez vous un besoin que les autres n'ont pas déclenché, un besoin spécifique. À partir de ce besoin spécifique, vous vous servez de ce besoin spécifique pour mettre tout le monde, faire prendre conscience à tout le monde de cette problématique. Et donc tout le monde va bénéficier de cet apport d'une seule personne et votre cours va tourner non pas sur des règles uniquement générales, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire toujours un cours général qui serait un peu ennuyeux, toujours le même, etc., etc. Vous le faites évoluer en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Voilà.
Donc ça, c'est très important. Si vous voulez vous renouveler, il est important que vous soyez toujours dans cette mouvance et cette liberté intérieure de faire évoluer votre cours et qu'il soit vivant surtout. Et pas seulement une répétition mortifère de ce que vous connaissez. Et en fonction du public que vous avez, qui n'est pas un hasard, entre guillemets, on a le public pour qui on est peut-être le mieux fait. Donc, à partir de là, le public, ouais, mais c'est ça, et le public vous renvoie le public vous renvoie quelque chose, vos adhérents vous renvoient quelque chose, et vous travaillez avec ce public-là, avec ses adhérents, pour faire évoluer les adhérents et les gens que vous avez en face, et en même temps, vous bougez aussi par rapport, finalement, à ce que vous, au départ, vous auriez aimé faire peut-être autre chose ou avoir un autre public. Ce premier niveau, on le travaille beaucoup dans notre école, hein, la posture, le travail postural. Quand je dis travail postural, je ne dis pas forcément immobilité. Disons, l'immobilité permet de prendre une photo posturale de la personne et de vous, okay, mais souvent, ça peut être une photo comme un peu, je me mets sur mon 31, je suis vachement bien, etc. Mais dans le mouvement, on l'oublie. Hein, par exemple, si je prends une photo, je vais me mettre dans le meilleur aspect possible pour la photo. Et puis dans le mouvement, hein, je m'oublie, puisqu'on ne prend pas de photo, et du coup, la posture se détériore. Donc, important, le travail postural, c'est les deux. C'est-à-dire, dans la posture, vous développez des perceptions, des proprioceptions pour savoir de l'intérieur ou pour connaître de l'intérieur votre état. Okay, et dans le mouvement, est-ce que ces mouvements sont harmonieux? Est-ce qu'ils sont toujours centrés? Est-ce que vous n'avez pas perdu votre axe, etc. etc. Hein, donc, voilà, un état de présence. Il y a quelque chose qui est très important, et ça, alors là, c'est très éloigné de nos conceptions occidentales en termes de pensée, c'est que pour les orientaux, ils sont toujours dans une nuance de j'y vais pas. Nous, c'est je prends ou je lâche, si vous voulez. Eux, c'est toujours des associations comme ceci, où on ne sait pas si on y est tout en y étant. Lorsque, par exemple, on vous dit de façon orientale, voilà, il faut conserver cet aspect-là, vous concentrer sur cet aspect-là, il faut à la fois avoir la sensation de conserver, de vous concentrer, sans pouvoir le fixer, sans pouvoir l'atteindre. Voilà, ce sont des conceptions où je dirais la notion d'arrêt ou de prise ou de sécurité parce que je tiens quelque chose vont s'effacer. C'est-à-dire que si on veut être dans un travail énergétique, un travail de flux, c'est-à-dire on ne l'arrête pas. Vous dites, je prends une photo, certes, par exemple je prends une posture, j'arrête le mouvement externe, le mouvement interne continue. Mais est-ce que votre tête, elle se fixe? Par exemple, j'ai mal sur l'épaule, je fais l'arbre. J'ai mal à l'épaule, votre tête, qu'est-ce qu'elle fait? Votre pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Le yin-yang, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur l'épaule, et puis il n'en décroche plus. Il fixe, hein, il accroche, il poursuit. Donc ce sont ces trois trucs, c'est-à-dire que soit vous fixez, soit vous fixez, vous arrêtez, vous focalisez et vous restez là-dessus, vous accrochez, hein, et ensuite, si ça s'en va, vous le poursuivez en plus, hein, avec la tête. Donc voilà la problématique d'ici, dans la façon dont vous gérez votre yin-yang, votre niveau de pensée, votre façon de penser, ça va être cette problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tenez quelque chose, je tiens. Il faut se remettre dans une redéfinition plus extrême orientale de la pensée. C'est je tiens et je fais comme si je ne tenais pas. Et là, ça permet en permanence de créer du mouvement et non pas d'arrêter le mouvement. Mais c'est un chamboulement total, hein, de façon de penser qui n'a rien à voir avec notre façon de penser ordinaire. Donc, tout ça, c'est un cheminement pour vous qui est le plus important parce que c'est à partir de ce
cheminement et de ce changement-là que vous serez plus à l'aise avec le Xing et vous serez plus à l'aise avec le Xi. Donc avec les 3 X. Xing, Xi, Xin. Ça veut dire que votre état d'esprit est le plus important pour vous, parce que c'est à partir de cet état d'esprit que vous favorisez ou non des stagnations de Qi. Si votre état d'esprit, il est déjà allez, il y a plein de nœuds dedans, il y a plein de soucis, il y a plein de problématiques, forcément, derrière, les notions de flux énergétique vont être beaucoup plus délicates, beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et du coup, vous aurez moins de facilité à coordonner l'ensemble et à faire que l'ensemble s'harmonise. Encore une fois, on est dans une idée d'harmonisation de ces trois facteurs. Il faut tenir compte de ces trois aspects tout le temps et de savoir quelles sont les priorités en fonction des personnes que vous avez en face. Et de vous aussi, y compris. Donc, quelle est votre priorité sur le moment? Qu'est-ce qu'il faut que vous régliez? Et peut-être qu'à travers le Xing, vous allez régler ça. À travers le Xi, vous allez régler ça. À travers celui-là, vous allez régler celui-là. À travers celui-là, vous allez régler celui-là. Vous voyez, il se complète, hein, je dirais. Hein, donc, voilà, c'est interactif. Alors, on reprend par rapport à la posture. Donc, les jambes vont représenter l'ancrage, la fermeté. C'est-à-dire qu'en permanence, les jambes ne doivent pas être laxes, je dirais. Il faut que vous sentiez que vos jambes vous supportent correctement, donc les articulations principales, chevilles, genoux et hanches, soient bien alignées d'une part, et ensuite que vous sentiez qu'il y a un rapport plus efficient avec la terre, hein, avec le sol, et donc ça vous renvoie quelque chose d'efficient par rapport à ça, en termes de fermeté et d'ancrage. Les répartitions, donc là aussi on va retrouver tout ce qui est sentir bien les répartitions de poids. Hein, est-ce que je suis plus sur une jambe, plus sur l'autre? Voilà, toujours les répartitions de poids. En principe, on évite une répartition de poids, sauf dans la posture, dans la posture immobile 50-50. En principe, on évite. Ça peut être 1% de différence, mais il n'y a jamais d'équilibre parfait. Si on atteignait l'équilibre parfait, le monde s'arrête et tout le flux énergétique s'arrête. Donc il n'y a jamais un équilibre parfait, ni entre le yin-yang, ni entre les rapports de poids, ni entre aucune parité, je dirais. Il y a toujours une mouvance, hein, toujours un plus ou moins, et un flux qui s'établit entre ces deux. Voilà, donc il fait que ça bouge. Donc on recherche pas un absolu à aucun moment. On n'est pas dans une exigence de ce type-là. On est toujours dans d'aller au mieux dans une relativité par rapport à la personne. C'est-à-dire dans quel état est la personne et sur quoi on peut agir, et elle sur quoi elle peut agir, et pas la mettre dans une impossibilité de réussite. Si vous mettez la barre trop haut, si vous êtes trop exigeant, vous allez en décourager plus d'un ou plus d'une par rapport à ça. Donc ça, c'est un gros défaut aussi. Même si vous êtes très compétent, et vous pouvez tomber dans ce travers, et c'est pire que d'être incompétent. C'est pire, parce que vous allez mettre une pression sur les gens qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc il faut toujours souple. Voilà. De temps en temps, on pousse, et puis on enlève. On pousse, et puis on enlève. On pousse pas. Hein? Ah, t'as fait ça, maintenant on va faire ça. Ah, t'as fait ça, maintenant on va faire ça. Ah, t'as fait... Non, ça marche pas comme ça. T'as fait ça, super, on revient à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille. Voilà. Lorsqu'on tient une compétence, en termes d'enseignant, on tient cette compétence et on veut la faire reconnaître aux autres. Et donc, on va se faire reconnaître à travers cette compétence et on va s'y accrocher. Et on va dire, ah, t'as vu la capacité, t'as vu. Et l'autre, il n'en peut plus. Donc, c'est important d'avoir ce retour. Voilà.
La taille, pour nous, ça va être très important. Daimai. Le daimai, il va être très important parce que il est en rapport avec les reins, la vésicule biliaire et l'estomac. Donc, ce sont vraiment comment on va transformer l'énergie venant du sol dans une énergie qui va nourrir tout l'espace vertébral, toute la moelle épinière, y compris le cerveau. Vous savez qu'en Qigong, il y a beaucoup d'approches de Qigong. Il y a des approches de Qi en Chine. Pour eux, c'est selon l'intérêt. On peut travailler le Qigong pour développer des aptitudes martiales. On appelle ça Neigong, si vous voulez. Mais on va travailler à travers du renforcement énergétique par rapport à des aptitudes martiales. Mais aussi pour la santé, bien sûr. Donc plutôt une approche médicale, et aussi spirituelle. C'est-à-dire que pour eux, avoir les idées claires, ouvrir son champ, etc., est en rapport avec le flux énergétique. Donc, si vous avez les trois trésors, les Sambao, Jing, Qi, Shen, c'est une transmutation énergétique qui fait que la nature, elle a prévu ça. C'est-à-dire qu'à partir des reins, si vous voulez, ça a fait la moelle, et la moelle a fait le fruit c'est le cerveau. Donc en médecine traditionnelle chinoise, la relation entre les reins et le cerveau est très importante. C'est-à-dire comment vous allez nourrir énergétiquement le cerveau qui dépense énormément d'énergie. Ok, donc toujours pareil, entre les sens, Jing et le Shen, l'esprit, il y a aussi une relation. Dans la taille aussi, on va voir le dantian inférieur. Le dantian inférieur va être très important. On peut l'atteindre en Qigong par la respiration ventrale et au fur et à mesure faire descendre. C'est-à-dire que la respiration ventrale peut être assez haute et petit à petit faire une respiration beaucoup plus basse. La respiration inverse va nous faire atteindre des niveaux plus bas qu'une respiration ventrale classique. Voilà. Mais avec une respiration ventrale classique, déjà, vous pouvez conduire dans l'inspire, au lieu de gonfler au niveau de l'estomac, amener la sensation jusque dans le périnée. Hein? Okay? Même sans bouger le périnée, on peut déjà, je dirais, allonger verticalement la respiration. C'est-à-dire avoir une idée respiratoire qui vous amène à considérer la racine du plancher, le plancher pelvien. Voilà. Et que voilà, descendre. Voilà. Donc à partir de ça. Donc la motilité donc, des jambes plus la mobilité de la taille vont vous permettre petit à petit de rentrer en relation beaucoup plus étroite avec les mouvements vertébraux. Hein, comment ça respire dans la colonne vertébrale, à quel moment, à quel endroit c'est coupé ou pas. Souvent, les gens, il y a des zones névralgiques. Hein, les zones névralgiques, on les connaît. Hein, ça va être lombaire, bien sûr. Hein, donc, travail sur Mingmen, sur les lombaires. Ça va être entre les omoplates. Et après, au niveau des cervicales, qui vont déclencher des névralgies dans les épaules. Hein, donc, on va avoir ces trois zones, ces trois articulations, finalement vertébrales, qui vont être très importantes. Comment vous faites travailler ces articulations? Quelle est la pression qui fait que votre posture n'est pas correcte et ça va déclencher des tensions à tel ou tel endroit. Ensuite, est-ce que vous sentez la sensation dans la colonne vertébrale? Est-ce que vous sentez un flux qui bouge d'un bout à l'autre, encore une fois, ou est-ce qu'il y a des ruptures ou des micro-ruptures? Donc, la question de connexion, de façon, et ensuite de savoir faire bouger tout ça, va intervenir. Voilà. Dans le Qigong comme dans le Tai Chi, on va privilégier un étirement spinal. C'est-à-dire qu'on va privilégier un étirement par le haut, qui est très doux, très, très léger, mais une présence, et quelque chose qui pèse, qui fait que la colonne vertébrale va s'étirer vers le bas. Je ne cherche pas à éliminer les lordoses ou les syphoses, je ne cherche pas à éliminer ça.
c'est simplement par le relâchement et la présence que la posture va se déclencher au mieux pour vous. Si vous essayez de l'atteindre avec votre cerveau, vous allez, par exemple, forcer sur le menton, étirer comme ça, forcer sur le bassin, vous allez bloquer le flux énergétique un petit peu partout et vous n'atteindrez pas l'objectif souhaité, ni chez vous, ni chez les autres. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est très tordu, vous ne pouvez pas le détordre. Vous pouvez que l'aider à se détendre. C'est pas pareil. Et à prendre conscience de son niveau de détente. Et c'est l'énergie elle-même qui va faire son œuvre au quotidien pour que la posture se transforme. Il y a trop de paramètres qui font que ça en est arrivé là. Donc il faudrait toucher tous les paramètres qui font que la loge, la troisième ici, a été touchée. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez essayer. Si vous y arrivez, vous, à ce moment-là, vous pouvez commencer à donner des leçons aux autres. Mais d'abord, il faut déjà trouver la solution pour vous, pour vous-même. À ce moment-là, si vous trouvez la solution pour vous-même, vous pouvez commencer à donner des solutions aux autres. Pas avant. Donc, comme on ne peut pas directement travailler là-dessus, on va travailler là-dessus. Voilà. Pour vous, qui faites et qui enseignez le Qigong, il faut que vous ayez une pratique méditative à minima. Que ce soit à travers le Qigong, à travers les mouvements, il faut que vous soyez capable de pacifier votre mental facilement et de vous détendre facilement. Si vous restez tendu en permanence, c'est difficile après de l'enseigner aux autres. Détends-toi, et puis vous êtes hyper énervé, vous n'êtes pas crédible. On va dire que le chi s'accroche dans le dos et on va vider la poitrine en permanence. Il faut vider ici la poitrine au niveau du sternum de façon à générer une descente des liquides qui fait que vous vous sentez peser comme un bateau qui descend, qui s'installe dans l'eau. Donc ça va être à partir de là. La notion de Tumai et de Genmai, donc lorsqu'on touche au tronc vertébral, en fait, on touche aussi au rapport du cycle microcosmique, c'est-à-dire la petite circulation entre le Genmai et le Tumai. Est-ce que ça circule bien? Il y a aussi il y a deux façons, il y a le cycle du feu, il y a le cycle de l'eau. Le cycle du feu est un cycle qui monte par le dos jusqu'en haut du palais et qui descend par le Genmai jusqu'au Royin. Donc ce cycle, ça c'est le cycle du feu, et le cycle de l'eau, c'est le cycle dans lequel on a baigné avant de naître. C'est le cycle premier, le cycle de la mer, qui est beaucoup plus dans ce sens-là. Voilà. Lorsqu'on veut se détendre, il faut beaucoup utiliser ce cycle-là. Il faut bien sentir. Donc nous, on va favoriser souvent les mouvements comme ça. Voilà. Voilà. Lorsqu'on veut faire du martial, on va faire ça. Lorsqu'on veut se tranquilliser, on va plutôt faire ça. Donc tous les mouvements qui reviennent dans ce sens-là favorisent l'ouverture des épaules et favorisent une descente. Mai en chinois, c'est méridien. Vaisseau ouvert, vaisseau conception, voilà, pour donner le nom, merci. Donc conception, c'est facile l'appellation conception est simple parce que c'est un rapport avec le yin, le vent et le ventre, voilà, la conception, et le vaisseau gouverneur parce que c'est un rapport avec la moelle épinière et avec l'idée de gouverner, l'idée d'actionner. C'est actif, c'est yang, alors que le Genmai, il est yin. Moi, je préfère à ce moment-là les travailler différemment, comme je l'avais placé dans mon livre. Vous avez un schéma où c'est un lemniscate. Donc au lieu de montrer juste un cycle comme ceci, on passe par une régulation différente à travers un mouvement de lemniscate. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, on forme un taiji à l'intérieur. Ce n'est pas juste une circulation périphérique comme ceci, il y a aussi une circulation interne. Donc, il y a une circulation périphérique et une circulation interne. Donc on va toucher à la fois l'aspect central et l'aspect périphérique de l'énergie.
lorsqu'on parle de méridiens classiques, les 12 méridiens, on parle de périphérie, si vous voulez, pour faire simple. Lorsqu'on parle de méridiens extraordinaires, les 8 méridiens extraordinaires, on parle de nourriture profonde, c'est-à-dire de ce qui vous nourrit à l'intérieur, davantage. Hein? Lorsque, en médecine traditionnelle chinoise, on travaille beaucoup plus, bien sûr, avec les méridiens classiques, parce que la peau, les points d'acupuncture vont être beaucoup plus accessibles par rapport à ça. Donc il y aura moins de points entre guillemets, sauf sur le Zhenmai et le Tumai. Ce qu'on va voir aussi pendant ce week-end, c'est aussi à minima connaître les méridiens, à minima. C'est-à-dire que où ils commencent, où ils finissent, et avoir une idée globale du trajet. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée précise du trajet. Si vous l'avez, si vous êtes praticien de médecine chinoise, c'est tant mieux. Et pour les autres, avoir juste une idée générale du trajet, parce que nous, on va jouer sur les zones et non pas sur le trajet exact, puisqu'on ne va pas chercher à piquer un travail énergétique, on va chercher à ouvrir, étirer, agrandir, faire circuler des zones. Ces zones-là, qui sont appelées en médecine traditionnelle chinoise, Taiyin, Taiyang, Shaoyin, Shaoyang, etc. Donc ce sont des zones tendinomusculaires qui font que ça va circuler correctement. Par rapport à ça, comprendre aussi le cycle des grands méridiens. Donc quand on balaye les méridiens, c'est simple. Dans le Qigong des immortels, c'est très bien expliqué, hein, parce que vous avez un exercice très simple de balayage des méridiens depuis l'estomac qui se connecte à la rate au cœur, le cœur à l'intestin grêle, l'intestin grêle à la vessie au rein, les reins qui remontent et ils vont se connecter au maître-cœur va se connecter au triple réchauffeur va se connecter à la vésicule biliaire va remonter par le foie va se connecter au poumon, le poumon au gros intestin, et on repart sur le cycle, estomac, etc., etc. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà une idée globale de circulation. Dans la respiration, le fond même de la respiration, en Qigong, c'est avaler le neuf, si vous voulez, rejeter le vieux. Donc c'est Trugu Nasin, c'est la phrase, voilà, souvent on dit juste Truna. Voilà. Souvent on le réduit à 2 idéogrammes, Truna, qui veut dire absorber, rejeter, si vous voulez, capter, rejeter. Donc dans l'idée du travail sur le Qi, vous avez en permanence une idée d'absorption et de rassembler l'énergie, et une idée de disperser et de dégager l'énergie. Là, ce n'est pas pour un résultat martial, c'est tout simplement pour un nettoyage. C'est-à-dire que vous avez une idée de travail de nettoyage. C'est-à-dire que comment vous absorbez le Qi et comment vous rejetez ce qui est usé et ce qui est ancien et ce qui ne sert plus. Ça fait partie aussi du yin-yang. C'est-à-dire que si vous faites la respiration mécanique, vous êtes neutre au niveau de votre yin-yang, il n'y a pas d'efficacité. C'est juste un travail respiratoire. Si vous rajoutez le yin-yang et vous modulez ce travail spirituel sur tel ou tel aspect, vous obtenez un autre résultat. Donc tout tient à comment vous faites pour obtenir ce résultat. Et c'est ça qui va changer toute la qualité de votre travail, va être uniquement en rapport avec la qualité. Qu'est-ce que vous y mettez comme prise de conscience, hein, comme présence dans votre travail. Selon le vieil adage zen, si vous voulez, c'est que d'abord il faut apprendre à vider son verre avant de le remplir de quelque chose de neuf. Donc notre première, normalement, même Lao Tzu le disait d'entrée, c'est-à-dire qu'au départ, c'est le yin. Et on privilégie le yin plutôt que le yang, d'un point de vue du vivant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre, c'est le Fan Song aussi, il faut d'abord apprendre à
à relâcher, à se détendre, pour en fait permettre les échanges au mieux. Chaque fois que vous êtes yang dans le comportement, chaque fois que vous êtes fermé, ben vous fixez finalement ce qui est déjà rentré en vous et vous l'empêchez de se renouveler. Vous empêchez un échange. Et à terme, c'est une pathologie. Hein, en médecine traditionnelle chinoise, c'est simple. Hein, en énergétique, c'est simple. Toute fixation, c'est une pathologie. Hein, chaque fois que vous retenez, il y a une pathologie à la sortie. Parce que vous ne permettez pas justement ce renouvellement permanent et ces échanges permanents qui font qu'un être est vivant ou pas. La vie, c'est l'échange. Pourquoi c'est vivant? Parce que ça échange. Un système n'est jamais fermé sur lui-même. Un système vivant est toujours ouvert. Pour nous, il est ouvert par, à minima, par deux canaux. On a répertorié ces deux canaux par le haut et par le bas. Hein, donc, à minima, l'échange se fait par les racines et par le feuillage, si vous voulez. Donc, comme un arbre, nous sommes nourris par un échange par rapport à la terre et les vibrations de la terre. Pas seulement, la terre vibre d'une certaine façon. Par exemple, le qigong de la terre, c'est-à-dire travailler la terre avec ses mains, c'est un excellent qigong parce que vous n'avez pas besoin de connaissances spéciales. Dès que vous touchez la terre, ça vous met dans un état de vibration de la terre et la magie de la terre. Donc ça provoque un changement chez vous. Lorsque vous méditez, vous vous mettez dans les vibrations de la terre. Dès que quand vous fermez les yeux, vous êtes dans les vibrations de la terre. Dès que vous fermez les yeux, vous vous rapprochez des vibrations de la terre. Dès que vous ouvrez les yeux, vous sortez de la terre. Voilà. Dès que vous fermez les yeux, vous détendez, vous atteignez les 7 à 8 Hertz par Hertz, donc période par seconde. Et c'est vraiment les vibrations de la Terre. Les vibrations de la Terre, c'est à partir de là que le cerveau se régénère. Sinon, il perd de l'énergie. D'où l'intérêt de ce troisième point, c'est-à-dire comment vous régulez votre cœur, vos émotions et votre esprit, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Pour justement vous mettre dans ces vibrations les plus basses possibles pour se régénérer. Oui, on dit que justement cette phrase-là, oui, de Trugu Nashin, elle a été empruntée en fait à Zhuangzi, donc il était presque contemporain de Lao Tzu. Donc déjà à cette époque-là, moins 400 en gros, c'était très important d'avoir cette notion de comment respirer la vie finalement. La vie c'est une respiration. Ce n'est pas seulement la respiration pulmonaire, hein, c'est toujours un échange. La respiration, c'est l'échange. C'est-à-dire que quand vous fixez quand vous êtes en idée fixe, c'est comme si vous étiez en apnée. C'est la même chose. Mais ça ne se voit pas, vous continuez à vivre, parce que votre corps continue à respirer, mais votre tête, elle a cessé de respirer. Comme elle a cessé de respirer, à terme, c'est une pathologie. Il faut privilégier en permanence l'idée respiratoire, parce que l'idée respiratoire, c'est un cycle. C'est en permanence un mouvement. Ce n'est pas forcément... Hein, quelqu'un qui n'a pas conscience de ces aspects-là, de ces échanges, il faut lui amener un travail respiratoire pour qu'il voit qu'il respire mal, déjà, et qu'il n'arrive pas à se détendre à travers cette respiration. Beaucoup de gens, dès qu'on les met en travail respiratoire, ça coince. Il y a un truc qui coince. Donc il faut apprendre à respirer avec le plus d'amplitude possible et le plus de tranquillité possible sans augmenter les pulsations cardiaques. Lorsque vous faites un travail respiratoire, très important pour vous et pour les autres, c'est de les avertir d'emblée que si elles sentent que leur rythme cardiaque augmente, vous leur dites d'arrêter le travail respiratoire. Voilà, ça va suroxygéner, etc. Et ça va générer plus de problèmes qu'autre chose. Dans le Qigong, il n'y a pas d'interdit ou de limitation à rajouter des thèmes de travail. Et on va travailler, alors je reviens sur mon idée de Wai Chi, de Nei Chi.
c'est-à-dire Wai Chi, c'est le chi de l'univers, le chi cosmique si vous voulez, le chi des arbres, le chi des pierres, le chi des soleils, le chi des planètes, le chi de tout ça. Nous sommes en permanence, oui c'est ça, bombardés par toutes ces énergies. Dire moi ça ne m'intéresse pas, etc., ça ne change pas le fait est là. C'est-à-dire que nous sommes en permanence bombardés. Si je veux, je dirais, utiliser à bon escient ce bombardement, je ne reste pas dans un travail inconscient. À ce moment-là, je me mets dans une disposition et je me connecte à quelque chose, comme je vous dis, une planète, un soleil, une étoile, un arbre, une fleur, etc., etc. Et c'est cette connexion et c'est ce rapport que vous allez rajouter qui fait que vous avez un échange énergétique avec ces éléments-là. Dans le Qigong, c'est très prisé, très important. Donc vous allez rajouter un thème à votre travail. Pas uniquement rester sur un travail biomécanique ou un travail postural qui limiterait à une gymnastique. Hein, vous limiteriez à un travail de gymnastique. C'est le mal de notre civilisation, c'est-à-dire que notre civilisation, elle s'éloigne de la nature. En s'éloignant des vibrations de la Terre, comme je vous disais, il y a beaucoup de problèmes et de pathologies et de stress. Donc en fait, la gestion du stress, elle passe par la gestion des reins. La gestion des reins, c'est la gestion de la connexion à la Terre, la connexion à la vie. Même les ancêtres, ça nous a donné une vie, et donc il y a une connexion à la Terre, il y a une connexion à tout ça qui est important de réaliser. Et dans nos vies citadines, on perd cette connexion. Et donc retrouver ce sens-là permet plus rapidement, je dirais, d'obtenir des résultats sur une pacification intérieure, sur une tranquillité, etc., une évacuation du stress, un nettoyage, etc., etc. Je pense que là aussi c'est très important. Les femmes ont plus un pouvoir de communication à ce niveau-là que les hommes. C'est les hommes qui ont, je dirais, amené un monde un peu artificiel. Donc avec les avantages et les inconvénients de ce monde artificiel. Les femmes, elles sont plus connectées fondamentalement à l'esprit de la nature, du simple fait que c'est elles qui donnent la vie, hein, qui permettent la régénération. Donc elles ont plus facilement et immédiatement, elles sentent ce genre de connexion. Un garçon, il va être obligé, je dirais, de retrouver ce sens féminin à l'intérieur de lui pour accéder à la même chose, à la même perception qu'une femme. C'est plus naturel pour une femme, à la base. Pour un homme, ça va être plus naturel, entre guillemets, d'être dans une construction hypothétique et un peu artificielle. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, conserver comme si on ne conservait pas, avoir comme si on n'avait pas. Donc c'est cette idée même de s'empêcher d'avoir un état d'esprit qui fixe, qui fige, un peu comme un aigle, si vous voulez, un peu comme un prédateur. C'est-à-dire vous fixez une proie et vous allez la voir. Hein. Dans l'idée, c'est pour ça qu'on va se mettre on va favoriser des yeux mi-clos, voire de temps en temps les yeux fermés, pour justement voilà, qu'il y ait un mouvement entre l'intérieur, l'extérieur, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis là, etc. etc. Hein. C'est-à-dire qu'être toujours dans un paysage qui est toujours mobile entre j'y suis pas, je rêve que je suis un papillon, ou le papillon rêve que je suis moi. Voilà, c'est Chuang-Tzu aussi. C'est-à-dire que vous ne savez plus si vous êtes le papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu ou Chuang-Tzu qui rêve qu'il est un papillon. Vous ne savez plus. Vous êtes dans une zone incerta, hein, entre deux natures, et vous ne savez pas du tout. C'est très chinois, c'est très asiatique. Là aussi, j'ai retenu cette phrase qui est très importante, Yi Qi Xing Ming. Ça veut dire l'énergie de la pensée, c'est la vie. Donc, encore une fois, on revient là.
C'est-à-dire que comment on pense, c'est la vie ou pas. Ouais, on va favoriser cet échange ou on ne va pas favoriser cet échange. Donc c'est très important, très très important. Ça peut vous éclaircir. Disons que j'ai fait ça en essayant de simplifier au mieux et de ne pas rentrer dans la loi des 5 éléments classiques chinois et uniquement retrouver un naturel par rapport, si vous voulez, aux forces, à la verticalité des choses, à la horizontalité des choses, au système nerveux central et les systèmes autonomes que l'on retrouve ici. Donc, quel est notre rapport entre la périphérie aussi, le mouvement, et la centralité en nous? Voilà. Quel est notre rapport entre ce yin-yang qui est ici, cette ouverture, avec quel est notre rapport et notre connexion entre nos deux hémisphères? Qu'est-ce qu'on privilégie au quotidien? Toujours un, jamais l'autre. Voilà, il y a un déséquilibre important entre ces deux aspects. Et ensuite, quel est le rapport avec les loges donc, de la médecine traditionnelle chinoise? Si on les place spatialement comme ça, c'est très simple. Ici, vous avez tout le yin descendant, c'est-à-dire qu'on peut voir ça ici, c'est l'entrée dans l'incarnation. On arrive avec l'énergie des poumons, on démarre avec une entrée dans la nature de l'air. Donc la première nature que l'on va toucher, après la nature intra-utérine, ça va être l'air, le cri primal. Quelle va être notre connexion à l'air et à l'extérieur? Et les poumons vont devenir la première barrière énergétique. C'est-à-dire qu'ils vont être en rapport avec le Wei Qi, donc avec notre capacité à gérer ce que le corps gère son immunité. Et ça va être en rapport avec la peau, parce que c'est la protection la plus extérieure physiquement parlant. Hein. On a des couches énergétiques qui sont encore au-delà, mais la peau va être physiquement, le rapport au poumon va être net par rapport à ça. À ce propos, je vois 2 pneumologues lundi, 2 grands pneumologues de Toulouse. J'ai un rendez-vous pour justement parler des bienfaits de ces arts énergétiques et de quel est notre rapport avec les poumons et la respiration dans ces arts, parce qu'ils veulent faire avancer aussi leur recherche. Donc c'est une bonne chose, voilà, parce que ils sont ouverts. Les poumons et les reins sont importants. La respiration ici va enrichir l'énergie profonde jusque dans la fonction osseuse et dans la moelle. Donc avec les reins, donc on est toujours dans une idée, vous voyez, c'est comme si ça vient récolter. C'est les reins qui viennent récolter cette accumulation. À ce moment-là, on peut voir aussi l'idée de grenier, c'est-à-dire que quand on sait récolter, hein, il y a le grenier, les reins vont représenter le yuan qi et eux vont être en rapport avec les merveilleux vaisseaux. C'est-à-dire qu'on a une connexion avec les merveilleux vaisseaux à partir de cette loge. Hein, donc on va améliorer son terrain parce qu'on sait mieux récolter que dépenser. Ici, il y a énormément de dépenses énergétiques. Chez nous, en médecine classique, on va le voir par rapport au médullo-surrénal et cortico-surrénal, c'est-à-dire que c'est l'adrénaline, la gestion du stress va se faire ici. Donc chaque fois que vous avez un stress, quel qu'il soit, pour rééquilibrer l'ensemble, il va falloir que le corps balance un maximum d'adrénaline, etc., pour rééquilibrer ce stress. C'est-à-dire qu'il ne détruise pas la structure profonde. Et automatiquement, vous avez une fatigue énorme qui s'ensuit au niveau des reins. Qui dit une fatigue énorme au niveau des reins, dit un effondrement structurel. Vous n'avez plus d'énergie. C'est la mort. À terme l'énergie des reins, lorsqu'elle a disparu totalement, c'est la mort physique. Donc on tient, et c'est pour ça que c'est relié aux os, parce que finalement c'est à la fois la mort, la représentation de la mort, et en même temps la représentation de la vie. C'est-à-dire que toute la vie se fait au cœur des os.
Hein, on est dans la moelle des os, dans l'énergie profonde au niveau des os. Les associations, comment dirais-je, émotionnelles, oui, qui sont liées à ces loges. Donc le côté classique, c'était tristesse et chagrin. Il y a un côté dépressif ici. Le poumon, par exemple, lorsque quelqu'un n'a pas une énergie des poumons suffisante, il y a un effondrement de cette loge. Qui dit effondrement de cette loge dit la tête et le tout qui penche vers le bas et une sorte de allez, j'y vais plus, j'en ai marre, j'abandonne, je ne veux plus y aller, etc., etc. Donc une sorte voilà, d'effondrement et de manque de force pour affronter le reste. Donc le cycle, il démarre ici. Si les poumons ne sont pas... Il démarre un cycle. Pareil de l'autre côté, ça démarre au renvoi de l'énergie, à la mobilisation du sang, etc. On va être avec le foie. Donc foie-poumon vont être associés, bien sûr. Mais ce sont les deux moteurs. Donc si les poumons ne sont pas forts, il va y avoir un problème par rapport à comment vous appréhendez les choses à l'intérieur, émotionnellement. Et ici, si le foie, pareil, l'énergie du foie n'est pas suffisante, c'est pareil, comment vous allez soutenir votre cœur et la mobilisation qui va avec en externe. Donc là, il faut le voir sur un rapport plus interne en soi, et ici, un rapport plus externe. Bien sûr, tout ça, c'est de l'interne, puisque c'est comment ça fonctionne physiologiquement et énergétiquement. Mais là, il y a un rapport avec le côté non visible ou moins visible, et là, un rapport avec le côté plus visible, c'est-à-dire le rapport à l'extérieur. Là, j'ai représenté donc la moelle, le centre, le diaphragme thoracique qui sépare donc poumon, cœur qui sont là-haut. Donc au niveau du foie, on appelle ça le foyer supérieur hein, en médecine traditionnelle chinoise. C'est pas pareil que les dantiennes. Dantiennes, c'est une chose, les foyers, c'est autre chose. En médecine traditionnelle chinoise, vous avez le foyer supérieur, c'est un rapport avec ces deux organes. Le foyer médian, c'est un rapport avec l'estomac, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Et le foyer inférieur, c'est un rapport avec foie et rein. Donc ça, ce sont les trois foyers. Donc quand on parle de dantienne, on ne parle pas d'organes. Quand on parle dantienne en tai chi, on ne fait pas une visualisation ou un rapprochement avec un travail, avec un truc, une fonction organique. On fait un travail sur des niveaux énergétiques, mais pas sur des fonctions organiques. Mais on peut tout à fait les superposer. Quand on connaît une chose, on peut superposer une autre, mais tout en sachant, tout en connaissant les différences. Shang Tantien, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, on n'y a pas accès directement. On n'a pas un rapport direct au cerveau. On ne dit pas ça fait partie d'une loge. On ne parle pas cerveau. Le cerveau est compris dans la moelle, est compris dans d'autres choses, la mère des moelles, mais il est pas, c'est pas un organe qui va s'intégrer dans une vision directe de cycle Ko ou cycle Cheng, c'est-à-dire le cycle d'engendrement ou cycle de contrôle des éléments chinois. Là aussi, c'est associé à des saveurs, c'est associé à des organes de sens. Donc ici, nous sommes sur la peau, fonction respiratoire. Ici, on est sur l'entendement, sur les oreilles. Donc la terminaison ou la porte, on appelle ça des portes, c'est-à-dire la porte de l'organe, c'est les oreilles. Ici, c'est le nez. D'accord? Là, c'est les oreilles. Là, c'est le nez. De l'autre côté, au niveau du foie, la porte, c'est les yeux. Donc, c'est la porte du foie, ça va être les yeux. L'énergie du foie va se représenter dans l'énergie de la vision aussi. Et le foie va être en rapport avec la motilité, dans le sens où il va être, si ici c'est le rapport à la fonction osseuse, fonction respiratoire, ici c'est la fonction musculaire, tendino-musculaire si vous voulez. Donc par exemple on est au printemps actuellement, on sort de l'hiver, l'hiver si vous voulez est ici, on part au niveau du printemps,
le printemps, c'est justement la renaissance ou la remise en fonction de la motilité. C'est-à-dire, normalement, on est censé rebouger davantage, donc les énergies sont renouvelées, et il y a une sorte d'endormissement et de difficulté à passer de cet état à cet état. D'où les problèmes tendineux, les problèmes musculaires qui peuvent se montrer dans cette période. Vous sentez qu'au moment de la pratique, dans cette période, on se sent un petit peu plus raide, avec beaucoup plus de toxines dans les muscles et les tendons. Donc il va falloir faire attention. On va travailler aussi ce week-end un petit peu plus sur cette loge pour favoriser les étirements, le renouvellement du sang à travers les étirements. Okay, le Yin Jing, c'est très bon. La grue des immortels, c'est très bon, etc., etc. Donc tout ce qui va vous permettre de mieux ouvrir, de mieux étirer. Là, ils ont fait une association avec l'âme Po, et là, une association avec l'âme Run. Pourquoi? Parce que, bon, en fait, il y a 4 âmes, mais on retient que ces deux, parce que ce sont ces deux qui sont des âmes moteurs. Âme, ça veut dire qui anime. Hein, il faut voir qu'est-ce qui nous anime derrière, finalement. Donc, il y a là quelque chose à ce niveau-là. L'âme Po, pour faire simple, c'est l'ego. Pour faire simple, c'est-à-dire c'est notre ego. Mais notre ego, c'est quoi? C'est le lien parental. C'est dedans, il va se mettre des niveaux de conditionnement de notre culture, etc., etc. Donc, ça va s'agglutiner. C'est-à-dire que vous avez un ego, un caractère lié à la transgénération qui vous a été donné. Et par rapport à ça, vous avez le Yuan Chi derrière ici, mais vous avez quelle est votre énergie finalement de caractère, de fond, qui est en rapport ici avec les poumons. Derrière, ici le Run, et comme tu disais, le chêne est vu dans la vitalité des yeux, ils ont associé le Run ici parce que c'est par rapport à la capacité imaginaire et la capacité de voir loin qui fait qu'il va y avoir une mobilisation de l'énergie. Si par exemple vous êtes dans une sorte de dépression ici, bien sûr ici, vous allez avoir une vision qui va être basse ou atténuée, ou vous n'avez pas d'avenir quelque part. C'est-à-dire vous ne voyez pas plus loin et vous n'avez pas plus loin que vos pieds, comme on dit, votre nez. Donc vous restez coincé un petit peu. Donc le Run, c'est une aspiration à la lumière. Donc l'aspiration à la lumière, on dit que le jour, elle est dans la vision diurne en rapport avec le foie, comment on voit, hein, l'énergie de la vision, et la nuit, comment on rêve. Donc c'est toujours le foie. C'est toujours le foie. C'est-à-dire comment on rêve, est-ce qu'on rêve, on a des rêves, je dirais, clairs, lumineux, ou des rêves sombres, lourds, pénibles. Voilà, en fonction, ça peut être un problème de foie, tout simplement, aussi. C'est-à-dire que, mais ce problème de foie, c'est pas le foie organe. C'est pas seulement le foie organe. Encore une fois, on va toucher, lorsqu'on touche à ces médecines-là, on tient compte, par exemple, dans notre médecine allopathique classique, on a une vision mécaniste des choses. C'est-à-dire on répare une voiture, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on répare un organe, puis un autre, etc. C'est une vision mécaniste, une vision segmentée. Dans la vision traditionnelle, qu'elle soit tibétaine, indienne, chinoise, japonaise, etc., c'est toujours une vision holistique, jamais une vision fragmentée. Voilà, toujours en permanence, avec quoi c'est relié. Mais ces fonctions énergétiques, si tu vas voir, elles sont reliées à des extrapolations qui ne sont pas d'ordre ni chimique, ni matérialiste. Ce sont des connexions à d'autres niveaux, voilà, qui tiennent compte du yin et de comment tu te situes dans cet ensemble-là. Voilà. Donc ça tient compte de cette globalité. Alors que pour nous, on dit, ben voilà, il y a une pathologie, je vois la pathologie, elle est là, ben je vais régler le problème là.
Mais en réglant le problème là, je dérègle souvent ailleurs. Parce que la cause, elle n'est pas là. Alors bien sûr, ce qui a fait la force de notre médecine allopathique, c'est que le résultat immédiat est là. C'est un petit peu comme, c'est l'image du pompier par rapport au feu. Hein, vous avez une pièce qui brûle, mais vous noyez l'immeuble. Comme ça, vous êtes sûr. Hein, c'est la chimiothérapie, les machins. Là, voilà. Après, vous ne savez pas combien de temps il va vous falloir pour revivre dans cet immeuble, dans la pièce dans laquelle vous vivez, mais il y a l'immeuble qui est complètement destroy. Donc, voilà, la problématique de cette médecine, c'est qu'elle ne tient pas compte, justement, elle n'est pas subtile. Elle est, voilà. Par contre, elle est efficace. D'un point de vue efficace, elle est efficace. Mais elle est efficace sur du court terme, non pas liée à la vie ou liée à la place que vous avez dans la vie. Pour finir là-dessus, donc ici c'est lié à la colère, alors en négatif, hein, donc en négatif c'est lié à la colère, c'est-à-dire que chaque fois justement que vous faites du qigong, pratiquement pour tout le monde, on a beaucoup de colère rentrée ici, donc beaucoup de problèmes ici, et il faut apprendre à rejeter, il faut apprendre à expulser, il faut apprendre à communiquer au lieu de garder. Là, on est dans une extériorisation. Donc, ça veut dire que si vous ne jouez pas à cette extériorisation, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas expulsé fait des dégâts à l'intérieur. Le cœur, ça va être donc en rapport avec la fonction sanguine, hein, donc fonction sanguine. Et le cœur, il est aussi il est en connexion avec le chêne, donc avec on appelle ça le cœur-esprit, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fonction de comment vous battez, il y a un rapport étroit, justement, entre le shin, comme j'ai dit tout à l'heure, et le shen. C'est-à-dire comment vous êtes pacifié, comment ça bat à l'intérieur, et comment vous pensez sont étroitement liés, et communiquent ensemble. Les saveurs, bien sûr, vous les connaissez, la mer, ici c'est l'acide, etc. Ici c'est le salé, ici c'est le piquant, voilà, le piquant. Et ici, la fonction centrale est très importante. On appelle ça rate-pancréas. Hein, on dit rate et pancréas. Et la fonction rate-pancréas, autant elle n'est pas importante en médecine classique. Ça ne fait pas partie des organes dits nobles. Mais ils y ont mis une fonction centralisée, qu'ensuite elle est souvent représentée en intersaison. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus. En fait, elle devrait être en intersaison de toutes les saisons. Elle ne devrait pas être juste dans l'été indien, comme on dit. Elle devrait être, le travail de rate devrait être réparti sur tout l'ensemble du cycle saisonnier. Il est aussi, voilà, mais souvent la lecture, elle est basée juste sur une intersaison. En réalité, comme c'est central, à la base, elle est centrale avant de le placer sur un cycle périphérique. Sa fonction est centrale, ça veut dire qu'elle rayonne. Ça devrait toujours rayonner un petit peu partout. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la rate, parce que la rate va représenter la force justement à maintenir le sang dans les vaisseaux. Et donc, par exemple, si vous avez des problèmes de fragilité de vaisseaux, par exemple, vous faites beaucoup d'hématomes, de varices, etc., c'est la fonction rate qui, en médecine traditionnelle chinoise, est déficiente. Elle ne va pas maintenir l'énergie dans son homéostasie, comme on dit. C'est-à-dire, la fonction ici centrale va essayer de centraliser toutes les énergies tout autour, et donc faire en sorte que les énergies fonctionnent en synergie, et c'est le centre qui va le permettre. Et c'est relié à quoi? Et c'est justement relié en extrapolation par rapport au yin-yang, c'est-à-dire à comment on pense. Forcément, au centre, si vous avez des soucis, si vous êtes toujours perturbé dans votre tête, ça va toucher la fonction rate. Donc si vous calmez et si vous tranquillisez, la fonction rate a des chances, disons, de mieux fonctionner. Ok, c'est lié aussi à comment je mange.
l'estomac. C'est l'entraille. Donc l'entraille, souvent on ne comprend pas l'entraille du poumon avec le gros intestin, mais quand vous allez avoir un rhume, vous voyez que vous ne déféquez pas pareil. C'est immédiat. Pour la médecine allopathique, ils ne peuvent pas comprendre. Les gros intestins, le gros intestin, mais il y a beaucoup de rapports comme ça qu'on ne peut pas comprendre selon l'approche et le paradigme dans lequel, par quoi on est conduit. La rate, ça va être la chair. En fait, c'est central et à la fois, c'est un rapport avec le contact. Et c'est un rapport pas la peau dans le sens poumon, qui est la protection, c'est comment à l'intérieur, alors on pourrait y voir, hein, on pourrait y voir tout le système des fascias aussi, hein, finalement. On pourrait y voir tout le système conjonctif et des fascias au centre. C'est-à-dire que finalement, c'est comment ça bouge à l'intérieur, comment ça permet les échanges à l'intérieur, et finalement, c'est ça qui unifie l'ensemble. C'est la respiration interne, puis la qualité des tissus intérieurs, du tissu conjonctif et des fascias, qui font que ça va améliorer la fonction osseuse, la fonction respiratoire, la fonction locomotrice et la fonction sanguine. Ces médecines ne fonctionnent pas sur une analyse type matérialiste. Elles fonctionnent sur deux aspects. Ça s'est construit comment, ces médecines parallèles, ces médecines alternatives? Elles se sont construites sur une forme d'empirisme, c'est-à-dire je constate que ça est relié avec ça, et sur une construction de l'esprit reliée à un programme de connexion d'ensemble. Quoi est connecté avec quoi? Donc ça part, c'est une fabrication à partir de cette vision de connexion d'ensemble, et qui est plus ou moins erronée, plus ou moins juste. Et quand elle est erronée sur certains aspects, je dirais intellectuels ou autres, par rapport à telle analogie, telle logique, elle n'est pas forcément erronée sur le plan pragmatique et le plan empirique. C'est pour ça que l'ensemble fonctionne en permanence correctement, parce que si ce n'est pas correct toujours d'un certain point de vue, ça l'est correct d'un autre. Et donc, d'un point de vue thérapeutique, ça fonctionne très bien. Le Qigong, c'est dit nettement. Le Tai Chi, c'est moins dit de façon formelle, je dirais, mais font partie de l'arsenal, hein, je dirais, de la médecine traditionnelle chinoise. Hein, ils sont vraiment totalement intégrés dedans. D'où la nécessité pour vous d'avoir des notions, un minimum de notions, je vous dis, pour pouvoir enseigner correctement et avoir une idée un petit peu plus globale, holistique, et dans l'énergie, dans ce travail énergétique. Lorsque je disais tout à l'heure que lorsque vous êtes détendu, vous avez une perception de vous plus ou moins subjective, la perception de poids de corps va être très importante, et on dit que à partir de la ceinture, c'est les 7/10 de poids que vous devez ressentir, et au-dessus de la ceinture, 3/10. Donc ça veut dire que votre sensation est très allégée, très légère à partir de là. Sous le nombril, 7/10. 3/10 au-dessus. Si vous vous sentez complètement lourd dans votre tête, lourd dans vos poumons, lourd dans la colonne vertébrale, et forcément léger de l'autre côté, c'est toujours un rapport. Si vous êtes lourd en haut, vous ne pouvez pas être lourd en bas. Ça n'existe pas, lourd. Léger non plus. Hein, ça n'existe pas. C'est léger-lourd ou dans un sens ou dans l'autre, mais pas. Il y a toujours un rapport entre ces deux aspects. Hein, donc, les points importants à retenir, très simple, au niveau des points, les points d'entrée, Pai Ruei va être très important. Okay, donc le VMBG, le VMBSO gouverneur. Il va être situé aussi, finalement, à l'aplomb des oreilles, du sommet des oreilles, et c'est ça qui permet d'avoir une idée de fil à plomb. Hein, donc de fil à plomb dans la structure. Comme si vraiment le squelette était tenu par là.
Hein, toute la structure était tenue par ce point insubstantiel, qu'ils appellent, c'est-à-dire qui n'a pas de définition physique. On tient comme ça. C'est pour ça que lorsque on dit en Taiji ou en Qigong Xu Ling Ding Jing, on parle d'une nuque vide, une nuque vacante, une nuque vide. Il ne faut pas, par exemple, si vous faites ça, vous n'avez pas une nuque vide. Vous avez un étirement cervical, mais vous n'avez pas un cou qui est détendu et une nuque qui est détendue, qui est vide. Donc le haut, c'est vraiment comme si on était tenu par quelque chose qui n'est pas matériel. Voilà. Et on est tenu par cette idée-là. Et ça tient à une énergie ultra subtile. Autant cette énergie va être ultra subtile, autant l'autre va être pesante, je dirais. Mais pesante dans le bon sens du terme. Si elle est pesante, elle devient positive. Parce que les pôles sont clairement définis. Si vos pôles sont clairement définis, la circulation va circuler d'autant mieux. C'est-à-dire que vous avez un rapport entre le ciel et la terre qui est correct. Lorsque Maître Ting dit on va faire l'arbre, il dit voilà, moi lorsque quand il faisait 3 heures d'arbre tous les jours, ben, les gens venaient le voir, vous voulez m'enseigner, là, je sais rien. Il ne savait rien. Et lorsque vous lui demandez mais comment on y arrive, ben, tu te détends, et ensuite le ciel et la terre se connectent. Voilà. C'est là, ça c'est un facteur de résistance. Le premier facteur de résistance, c'est comment vous pensez. Premier facteur. Ensuite, ce comment vous pensez, ça a fait plein de pathologies. Posturales, énergétiques, etc. Donc autant de facteurs de résistance. Vous avez dans le corps des zones de conduction et des zones de non-conduction. Des zones qui laissent passer l'énergie et des zones qui empêchent l'énergie. C'est ce qui fait une batterie. C'est-à-dire que vous avez un système de batterie parce qu'il y a des zones isolantes et des zones conductrices. Donc on est une batterie. Voilà. Mais dans cette batterie, vous avez des zones ou des façons de penser qui produisent des courts-circuits. Qui tout d'un coup, vous avez les surrénales qui partent, qui dégagent d'un coup. Vous avez tout d'un coup un vide d'énergie. C'est un court-circuit. Souvent, vous ne savez pas d'où ça vient. Le facteur de résistance, c'est nous-mêmes ici, entre le ciel et la terre. La terre, elle n'a pas de problème. Le ciel n'a pas de problème. Le seul problème, c'est nous, entre le ciel et la terre. Quel est notre rapport entre ces deux aspects? Donc, là où on peut travailler, c'est sur nous-mêmes. Ce n'est pas sur je vais changer le ciel ou je vais changer la terre. OK? Donc, à ce moment-là, quelle est la conduction intérieure et quelle est la résistance à l'intérieur? Et en fonction de tout ça, effectivement, vous sentez, qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on fait là, on va le faire tout à l'heure. Vous dites, ah super, je ne l'ai pas entendu, hein, spontanément. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites? Ben, vous n'avez un seul truc à intégrer, rien d'autre. Vous détendre, vous détendre, vous détendre, vous détendre. Ce n'est pas contrôler, ce n'est pas trouver une stratégie. Attention, c'est très long ça. Je me suis aperçu même encore dernièrement qu'il y a des stratégies qui vont s'immiscer dans des endroits où on ne les voit pas, et c'est encore un niveau stratégique. C'est-à-dire que vous êtes encore dans un niveau de contrôle, votre moi est en train de contrôler pour éventuellement améliorer. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez la commande. La commande, ce n'est pas l'ego qui l'a. La commande est liée, mais ce n'est pas l'ego. Donc il faut apprendre à lâcher, 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 lâcher. Là, tout d'un coup, vous avez quelque chose, vous le fixez. Ah, je vais l'arranger. Attends, je vais là. Non, non, non. Ah, mais ça, c'est vachement bien parce que pour l'ego, pour le mental, ça lui fait quelque chose à manger. Il peut. Parce que, imaginez, voilà, vous dites, voilà, je vais me mettre en position d'arbre, et je ne vais penser à rien, je vais la faire que lâcher, etc. Pour l'ego, c'est pas trop intéressant, il n'y a pas grand-chose. Il va s'emmerder. Il va s'emmerder, donc s'il peut trouver quelque chose au passage, attends, ah oui, 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 là je sens quelque chose, ah oui, 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 oui. Et là, il va commencer à se fixer sur le truc parce que ça lui permet d'avoir quelque chose à faire.
Rien faire, pour nous, c'est mort. Voilà, on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Faire, on sait. Être, non. Vivre, non plus. Faire, oui. Faire, on est fort. Mais agir, faire, etc. Voilà, ça, c'est. Là, on est balèze. Le Bai Rui, le Yin Tang, ok. Lao Gong, ici, Tien Trou, ici au niveau de la gorge, mais là, je ne l'ai pas forcément dit. On a Dajui aussi derrière, mais on verra. Celui qui est très important ici, ça va être aussi celui-là, Tranzhong ou Shanzhong, qu'on appelle, donc très important. Celui-ci aussi, Shen Xue ou Chirai, selon là, moi je préfère le simplifier et dire que le centre du dentier inférieur, c'est le centre de tout d'ailleurs, c'est l'ombilique. Sur ce schéma, ils ont placé un petit peu comme Léonard de Vinci, c'est ça, l'homme comme ceci sur un cercle. On voit nettement que la croix s'établit au niveau du nombril. Au-dessus de la tête, il y a un vide. Mais il faut continuer à privilégier ce vide. Il y a un contact en bas, il n'y a pas de contact en haut. Shanzhong, ici, très important. Shen Xue, au niveau du nombril, très important. Huiyin, au niveau devant de périnée, si vous voulez, c'est plus simple. Et Yongchuan, voilà, au niveau des pieds. Et Mingmen. Mingmen aussi, qui est le point opposé à Shen Xue. Je pense qu'on en parle peu parce qu'on ne peut pas savoir, finalement, on n'a pas le contrôle. Donc ce méridien d'assaut, on peut le contacter par le Daimai, notamment, c'est-à-dire que quelle est l'énergie de rassemblement autour de la taille qui fait que le Chongmai va être efficace. Donc voilà, moi je le conçois comme ça, c'est-à-dire que le Chongmai, il va venir, on peut y voir l'équivalent aussi des chakras, hein, et donc de la montée de la Kundalini. Donc c'est exactement pareil, c'est-à-dire que le Chongmai, dans quelle mesure il va prendre appui sur un socle, et à partir de ce socle, il va nourrir tous les centres à partir de ce socle. Voilà, donc il va être plutôt dans le ressenti que dans la commande. On va voir s'il est actif ou pas, mais on n'a pas vraiment la commande. On a plus la commande en termes de la taille, voilà, le Genmai, le Tumai, on peut le sentir, ne serait-ce que par un mouvement vertébral. Mais le Chongmai, c'est comme si on se mettait dans la moelle épinière et on sentait cette énergie au niveau central. Voilà. Dans l'immobilité, tu vas davantage en prendre conscience. Et dans la mobilité, on va passer par l'équilibrage, disons, du Tumai et du Genmai, du vaisseau conception et vaisseau gouverneur, voilà, pour aller mobiliser l'énergie interne. Voilà, donc souvent, on est plus en mobilité qu'en immobilité. Là aussi, c'est pareil. Dans toute chose, il faut bien comprendre que la mobilité trouve son équilibre grâce à l'immobilité. Donc il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'immobilité, c'est notre axe entre le Bai Hui et le Huiyin, entre la ciel et la terre aussi. Et c'est cet axe finalement fondamental, ce pivot, qui fait que les mouvements peuvent se trouver harmonisés ou pas. Donc cet axe, il va être justement, on dit on est désaxé dans la tête, donc il va être minimisé justement par rapport déjà au yin-yang, c'est-à-dire à la façon dont on pense. Un dernier truc, oui, par rapport au chakra justement, important, je vous avais parlé la dernière fois, et j'en reparle aussi, des 7 membranes. Comment détendre ces 7 membranes. Ces 7 membranes, je me suis aperçu, c'est vraiment les chakras, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est exactement pareil. Les membranes de la pimère, c'est Sahasrara chakra, c'est-à-dire que la membrane finalement au niveau de la réception ici et de la connexion au ciel,
hein, relié à la pimère, c'est-à-dire à tout ce qui va être voilà, les fascias du crâne, en quelque sorte, hein, au niveau le plus haut. Ensuite, on a le palais, en deuxième, on a le palais et qui va être le haut du palais, mais qui va être travaillé par un axe Yin-Tang Feng-Fu, et donc il va être en rapport avec le haut du palais, et on retrouve Ajna Chakra, hein, donc la deuxième membrane. En troisième, on a la racine du cou, donc Tien Tru et Dajue, donc avec la septième cervicale, et ça correspond bien au problème d'expression et à ce chakra, hein, donc ce chakra du cou. Et tout ça fait. Alors celui-là, par exemple, dans les dantiennes, il commence le dantien médian. Le dantien haut, c'est uniquement ces deux. C'est-à-dire que le dantien supérieur, c'est uniquement les deux chakras supérieurs. À partir de celui-là, il va y avoir 3 niveaux, si vous voulez. Il va y avoir 3 niveaux pour le dantien médian. 3 niveaux. À partir du coup, c'est le plus haut sommet du dantien médian. D'accord? Et ça permet une connexion. Ça permet de relier aussi ce qui va se passer au plus haut par rapport à ce qui va se passer au plus bas. C'est-à-dire, quelle est la gestion finalement entre votre émotion et votre chaîne? Le Shin, entre le Shin et le Shen, c'est ici que ça va plus ou moins bien passer, hein, au niveau de la gorge. Voilà, la gorge, les boules, voilà, c'est net. Voilà, de la gorge. Tout un problème, voilà, systématiquement. Par exemple, vous avez, moi je me suis aperçu, si vous, tout d'un coup, vous avez un truc qui reste en travers et vous culpabilisez, vous pouvez être sûr que vous avez une pointe à la gorge, derrière. Ça peut s'arrêter si vous arrêtez de culpabiliser, si vous trouvez la commande, si vous lâchez prise. Sinon, ça se transforme en une problématique ORL. Mais alors c'est net, hein, c'est direct, hein. C'est immédiat, la sanction est directe. Et pourtant, ce n'est pas une attaque externe, entre guillemets, c'est une attaque interne. C'est-à-dire que vous êtes, c'est pas, on dit l'ORL, c'est souvent une attaque externe. Pas du tout. La commande, elle s'est faite par une attaque interne. C'est-à-dire que vous avez fragiliser la protection par un problème lié à comment vous avez pris l'information. Et après, on va voir, ah oui, mais il y a une attaque externe. Pas du tout. C'est toi qui as ouvert la porte en pensant de telle ou telle façon. Vishuddha. Anahata, on a donc le quatrième. Le quatrième va être lié, la détente du quatrième membrane, c'est le diaphragme. Donc, vous voyez, quand vous faites ce travail-là, vous balayez les membranes. Et vous faites en sorte que les membranes se détendent. On peut dire les chakras, pareil. Les chakras, les membranes se détendent. Voilà, donc vous avez cette détente. Vous allez vous amener tout à une vibration la plus basse possible. Le diaphragme thoracique, donc, qui est en rapport avec Shendao entre les omoplates et Shanzhong, ou Tranzhong. Donc Anahata, en rapport avec le chakra plexus cardiaque. Le plexus solaire, ça va être le plexus solaire, c'est aussi une membrane importante dans le sens où la gestion, il va y avoir une digestion et des émotions qui sont plus hauts, va se situer ici. Donc la digestion, c'est pas la digestion seulement alimentaire, c'est la digestion des émotions, qui fait que Manipura va être rayonnant ou pas. Et on dit que la confiance au moi, si vous voulez, ou à l'énergie dans laquelle nous sommes installés physiquement, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Soleil, parce qu'elle est centrale par rapport à notre galaxie, c'est-à-dire la galaxie cosmique représentée par les différentes planètes ici, c'est le Soleil est ici. Le Soleil ici, s'il ne rayonne pas comme il faut, si vous digérez mal,
on peut retrouver ça aussi. Si vous digérez mal, à ce moment-là, le reste va certainement déconner automatiquement. Manipura, c'est la pierre précieuse, la pierre pure, c'est très important. Donc ce chakra, il va être fondamental. Fondamental. Il est relié, on peut le voir aussi, relié avec les surrénales. Voilà, avec les surrénales, avec les reins, les surrénales. On est dans le même niveau. Les reins sont très hauts et ils vont distribuer, c'est l'orthosympathique aussi, en termes de système nerveux, c'est-à-dire c'est le système nerveux autonome qui envoie ou non défense, attaque, etc., etc. Donc Manipura, si vous avez Manipura, c'est-à-dire ce chakra qui fonctionne pas bien, vous avez pas trop de confiance en vous. Donc là aussi, en principe, elle est toujours tendue. Donc arriver à détendre ça, c'est balèze, parce que c'est toujours tendu. C'est en crise, si vous voulez. Toujours prêt à péter un câble. Oui, oui, toutes les acidités qui remontent, oui, tout à fait, c'est bien vu. Tout à fait. Le sixième, c'est la loge, donc Shen Shui et tout ça, on appelle ça Swasistana en chakra. Cette loge-là et ce système-là, ici, si vous voulez, c'est la gestion des émotions, mais ici, on est dans les sensations. C'est-à-dire qu'on est plus bas que les émotions, on est dans la gestion ou comment on se perçoit en termes de sensations. Donc ici, ça va être important. C'est un peu comme un système très primitif qui nous relie à l'instinct primitif. À l'instinct primitif, presque végétatif. On est presque dans du végétatif. C'est pour ça qu'on peut y voir le pancréas aussi. On peut y voir le pancréas à ce niveau-là. Parce que c'est une expression plus végétative. Je ne vous dirai pas pourquoi je fais cette analogie, mais je la fais aisément. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est instinctif chez moi. Merci. Et le dernier, donc le dernier qui est le dernier diaphragme qu'on appelle le diaphragme pelvien, qui va être très important dans la respiration inverse, et qui est le plancher, donc le plancher pelvien qui correspond à Muladhara, à Royin si vous voulez. Et ce socle-là est très important parce que c'est à partir de là que la terre va, à travers les jambes, va venir nourrir la moelle de la colonne vertébrale. Donc le tronc de l'arbre va être plus ou moins bien nourri par ces racines-là. Donc le rapport au pelvien va être très très important en termes d'énergie. En termes d'énergie, c'est ultra important. C'est ça, exactement. En étant couché, on n'a plus cette connexion au sol. Donc en faisant ça, vous retrouvez la mobilité. Vous voyez, la différence, c'est que quand vous avez utilisé hier en méditation juste la respiration ventrale classique, on voit qu'on est dans une inertie. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est plutôt bouddhiste, on appelait ça, parce qu'il y a une forme d'inertie dans le bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une philosophie de vie, à la base, avant d'être une religion, c'est une philosophie de non-vie. Le bouddhisme initial. Je ne parle pas du bouddhisme tibétain, qui est un bouddhisme qui s'est transformé. Le bouddhisme initial, c'est un bouddhisme de non-vie, c'est-à-dire qu'il est basé sur le fait, le constat de la souffrance et comment régler cette souffrance justement en diminuant toutes les forces en se détachant, tout simplement. Donc toutes les forces qui nous amènent à désirer et perdre, les plaisirs, etc. Donc tout ça, le bouddhisme, il a dit, c'est simple, vous ne désirez plus, si vous ne désirez plus, vous n'occasionnerez pas de nouveaux karmas, on n'occasionne pas de nouveaux karmas, vous n'occasionnerez pas de nouvelles souffrances, etc., etc. Et donc vous allez atténuer. Plus vous allez vous détacher, plus vous allez atténuer. Si vous rentrez dans le cycle du samsara, c'est-à-dire dans je désire, je veux, etc., etc., j'ai peur, etc., vous déclenchez des forces, et ces forces-là vont maintenir des niveaux de souffrance. Le taoïsme n'a jamais été dans cette obédience au départ. Après, lorsque le bouddhisme s'est installé en Chine, le taoïsme a voulu lui ressembler. Donc il est devenu monacal aussi. Avec des systèmes monastiques, etc. Mais à la base, le taoïsme était très très différent.
Et ensuite, ils se sont de plus en plus, ils se sont mis à se ressembler, et c'est devenu le Chan, c'est-à-dire un bouddhisme chinois qui est taoïsant et bouddhiste. Hein, le bouddhisme Chan qui est devenu le Zen après au Japon. Et dans le taoïsme, c'est pour ça qu'on dit la respiration taoïste, parce qu'on fait appel à une mobilité des jambes, donc la mobilité tout simplement. Dans la notion de bouddhisme, on se retire du mouvement et on se retire de la marche en avant. Donc on n'utilise pas les énergies des jambes. D'où le fait que lorsque vous faites cet exercice respiratoire classique, vous n'avez pas besoin de mobiliser l'énergie des jambes. Et c'est pour ça que lorsque vous passez en mode respiration inverse, vous mobilisez les jambes comme si vous marchiez. Parce que c'est ce mécanisme. OK ? Un dernier point aussi, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, que vous pouvez toujours revoir, puisque sur la chaîne Fataiji News, hein, vous avez une petite mini-conférence que j'avais faite sur la respiration de la méduse, si vous voulez, les respirations fondamentales, primaires, avec l'idée que de l'extérieur, ça vient nourrir le centre, du centre, ça revient sur les extérieurs, sur les externes. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez aller revoir cette vidéo, je pense qu'elle est intéressante par rapport à l'explication qu'il y a dans cette schématique. Souvent, on a une vision très cinétique du déplacement d'une force. Par exemple, des pieds jusqu'aux mains. C'est un travail externe. C'est-à-dire c'est juste un travail cinétique de l'énergie ou du mouvement. Lorsque vous avez une vision interne de l'énergie, c'est une pulsation centrale. C'est une pulsation qui aspire ou qui expulse. Donc lorsque vous êtes dans un travail plus central au niveau de votre énergie, vous êtes plus dans un rapport pulsatoire à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes en train de rassembler l'énergie du haut vers le dantian, du bas vers le dantian, puis du dantian vers les extrémités. Alors selon votre niveau de perception justement, vous allez plus utiliser ça ou plus utiliser le travail externe. En principe, pour les gens que vous avez, il faut d'abord passer par, comme on a dit tout à l'heure, on passe par du classique, de l'externe, etc. Avant de sentir ces aspirations, il se passe un certain temps. Mais ça aussi, c'est un renversement qui peut s'opérer peu à peu dans votre rapport à vous-même et dans votre rapport à l'énergie. On prend juste quelques minutes et puis on va continuer à pratiquer. Et voilà. Merci. 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 Merci.